Drôle de cortège dans le cimetière de Cesenatico, la ville de Marco Pantani. Fin septembre, une partie du peloton professionnel vient se recueillir sur la tombe de l'ancien champion. Italien, russe, colombien, 10 ans après sa mort, personne ne l'a oublié. Pantani reste un champion qui a gagné le Giro et le Tour. Et je crois qu'aujourd'hui, il est encore le coureur italien qui a amené le plus grand nombre de fans sur le bord des routes. Sur la stèle du caveau familial sont inscrits ces mots. À Marco Pantani, un grand champion victime de la justice italienne. Sulla morte di Marco Pantani perché ripartirà 2 août dernier, la justice italienne décide de réexaminer l'enquête sur la mort de Marco Pantani pour homicide avec altération de cadavres et des lieux du crime. La nouvelle fait la une des médias. Ils ont tué Pantani, titre la Gazzetta dello Sport, qui ose même une reconstitution illustrée du meurtre présumé. Mais alors, qui aurait eu intérêt à le tuer? Et pourquoi? À l'origine de ce coup de théâtre judiciaire, il y a une femme, Tonina Pantani, la Mama. Elle nous reçoit au musée qu'elle a créé en mémoire de son fils. Ça, c'est le bandana du pirate. Ici maintenant, c'est la maison de Marco. Oui, je crois qu'on peut dire ça. « 14 février 2004. Le corps de Marco Pantani est retrouvé sans vie dans un hôtel de Rimini, la résidence Le Rose. Très vite, Manola, sa sœur, arrive sur les lieux. La police l'empêche de voir le corps. Les parents de Marco, eux, sont en voyage en Grèce. J'ai encore en tête le coup de fil de sa manager quand elle m'a dit « Marco est mort ». J'ai eu un flash et depuis ce moment, j'ai toujours eu la même idée, c'est que Marco n'est pas mort comme ils l'ont fait croire au monde entier. 2 mois après son décès, l'enquête écarte la thèse du suicide et conclut à une overdose. Les 2 dealers qui lui ont vendu la cocaïne sont condamnés à des peines de 4 à 5 ans de prison. On pense alors que l'affaire est terminée. Mais en août 2013, la famille Pantani s'offre les services d'une star du barreau, le très médiatique Antonio De Rensis, avocat notamment d'Antonio Conte, le sélectionneur de l'équipe d'Italie de football et des victimes du Costa Concordia. Pendant 1 an, il épluche le dossier et reprend l'enquête de A à Z. Voilà, ça c'est le dossier Pantani avec les photos et les vidéos. Ça fait combien de pages? Quelques milliers. Pour comprendre ce dossier, direction Rimini sur la côte adriatique. Rimini, station balnéaire de masse connue surtout pour ses plages sans charme et sa vie nocturne. Boîte de nuit, prostituées, drogue. Pantani fréquente cette plaque tournante. Il sait qu'il peut s'y procurer facilement de la cocaïne. Marco Pantani arrive ici, à 30 km de chez lui, 5 jours avant sa mort. Il vient de Milan, le lundi 9 février. Il n'est plus coureur depuis 6 mois. Isolé de sa famille, il ne va pas bien. Il a sur lui environ 10 000 euros. Il paye le taxi 680 euros. Puis il s'installe à la résidence Le Rose, un hôtel banal, mais bien placé. Car ensuite, Pantani se rend chez son dealer de l'autre côté de la rue. Il lui achète 25 grammes de cocaïne pour 4 000 euros. Selon l'enquête, il ne ressort plus de sa chambre jusqu'à sa mort, le samedi matin. Ce jour-là, les policiers découvrent le corps à 21h20. 1 heure après, les premières images des enquêteurs. Elles n'ont jamais été vues en France. À l'étage, le corps de Pantani est là, torse nu, face contre terre, dans une mare de sang. Pour des raisons évidentes, nous l'avons masqué.
À ce stade, l'avocat relève déjà des incohérences. On a décrit cela comme un désordre organisé. Marco a été décrit, pas par nous, dans le rapport officiel, comme en plein délirium psychomoteur, dû à un abus de cocaïne. Mais le problème, c'est que tous les objets de valeur, ou qui pouvaient en avoir, ont été posés avec délicatesse. La télé était posée par terre. Le miroir a été arraché du mur, et puis il a été posé sur le sol, bien à l'endroit. Et au-dessus de ce miroir, il y a une chaise et une poêle qui ont été lancées depuis la cuisine, et pourtant, le miroir est parfaitement intact. Deuxième anomalie selon l'avocat. À l'étage où gît le corps de Marco Pantani, il y a une bouteille avec des traces blanches juste derrière le lit. Et visiblement, elle n'intéresse pas les enquêteurs. Là, il y a une bouteille avec des traces de poudre sur le goulot. Et je peux la toucher? Non, non, laisse-la comme ça. Si je trouve des traces de cocaïne sur le goulot de la bouteille, comment je fais pour ne pas l'analyser? Comment je fais pour ne pas analyser l'eau? Comment je fais pour ne pas analyser le verre? Alors comment une personne peut penser, de façon objective, que l'enquête a été bien faite? Le rapport d'autopsie officiel tente à démontrer que Pantani aurait ingéré entre 15 et 50 grammes de cocaïne. Suffisant pour une overdose, mais pas forcément. Le rapport de l'expert de la famille compare ces doses à celles transportées par les passeurs de drogue, les mulets, soit 7 fois la dose mortelle. Selon ce rapport, toujours, quelqu'un aurait pu faire ingérer à Marco Pantani de la cocaïne diluée dans l'eau qui se trouvait dans cette bouteille. Troisième anomalie selon l'avocat, des objets ont été renversés pendant l'inspection, ce que confirme le son de cette vidéo. Il constate aussi que certains enquêteurs se déplacent sans protection et ne portent pas de gants. Enfin, cinquième anomalie relevée par l'avocat, les enquêteurs ne prennent aucune empreinte digitale et ne pratiquent pas de relevé ADN. Pourquoi à ce moment-là n'ont-ils pas aussi envisagé la piste de l'homicide? L'homme qui arrive sur son scooter s'appelle Giuseppe Fortuny. Bonjour professeur. Oui, bonjour, qui êtes-vous? On est de France Télévisions. Non, non, je n'ai aucun plaisir à parler du cas Pantani. C'est lui qui a fait l'autopsie et conclu à une overdose. À plusieurs reprises, il a décliné nos demandes d'interview mais accepte de nous parler sans savoir que nous filmons en caméra cachée. Ça fait 10 ans, je me souviens plus des détails, c'est loin. C'est pas pour pas vous répondre. J'ai vu peut-être 1000 enquêtes depuis, parce que je m'occupe de 100 cas par an. Alors pour me rappeler d'un cas comme ça... Mais c'était Pantani. Mais d'un point de vue scientifique, c'est un cas très banal. C'est juste un type qui est mort d'une overdose de cocaïne. Que pense le nouveau procureur en charge de l'affaire de ces négligences soulignées par l'avocat de la famille Pantani? Pour la première fois, il accepte de s'exprimer sur le dossier devant une caméra. L'avocat a le droit de dire que quand la police est rentrée dans la chambre, elle n'a pas bien travaillé et que des choses ont été déplacées pendant l'inspection de cette chambre. Mais si cela n'a rien changé au fait, à ce qui s'est passé, on a beau dire que les policiers n'ont pas travaillé d'une façon professionnelle, mais dans les faits, ça ne change rien. Jean-Marc Bloch a été le patron de la police judiciaire de Versailles. Sa spécialité, les scènes de crime. Nous lui avons fait visionner cette vidéo. Et certaines séquences l'ont un peu surpris. C'est choquant, évidemment. Ça prouve qu'il y a ça prouve qu'il y a un manque d'organisation dans ces constatations. Il y a des gens qui sont en haut, il y en a d'autres qui sont en bas. Et en se baladant, ils bousculent une table, tout ce qui est sur la table se casse la figure. Et ensuite, tout est photographié et on a l'impression que ça aussi, ça fait partie de la scène des constatations, alors que ça a été provoqué par les intervenants. C'est pas du tout la même chose. Là, ils se baladent à l'intérieur. J'en vois beaucoup qui sont à main nue.
Bon, s'il s'agissait d'une scène de crime, ça pourrait être embêtant parce qu'ils vont laisser des empreintes un peu partout. Comme la famille Pantani, Jean-Marc Bloch a du mal à comprendre pourquoi les enquêteurs ne s'occupent pas de la fameuse bouteille. Quand on voit une bouteille comme celle-là, c'est bien évident qu'on recherche des empreintes dès qu'on la découvre. C'est vrai aussi que les techniciens de scène de crime auraient fait sur cette poudre blanche qui entoure la bouteille des prélèvements et auraient mis tout ça avec des pincettes, des cotons imbibés de cette poudre blanche dans des petits pochots en plastique numérotés, inventoriés. On a trouvé ça à tel endroit, etc. Tout ça, et je vous dis, ça paraît un peu désordonné. Voilà. Bon. Non, tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est pas mal fait, le travail est pas mal fait pour une scène accidentelle, pour un décès accidentel. Pour une scène de crime, c'est parfois un peu léger. Le successeur du pirate, en pèlerinage à Cesenatico. Vincenzo Nibali est le dernier vainqueur du Tour de France. Fin septembre, il est venu offrir en toute discrétion son maillot jaune à la mère de Marco Pantani. La justice est beaucoup trop lente. J'espère qu'on va trouver une réponse. Je ne sais pas ce qui s'est passé il y a 10 ans. J'espère juste que la vérité éclatera. Vincenzo Nibali est la vedette du Mémorial Pantani, une course organisée en hommage aux pirates sur ses routes d'entraînement. Ils sont 6 dans l'échappée et 3 en contre. Tu veux qu'on les reprenne? Non, c'est trop tôt. Celui qui plaisante avec Nibali, c'est Davide Cassani, son sélectionneur national. Ce jour-là, on pense à Pantani, lui plus que les autres. Il a été son confident et se retrouver sur cette route-là lui rappelle l'homme et son caractère. Marco avait beaucoup d'orgueil. Il n'aurait jamais voulu que les autres croient... Enfin, vous savez, un homme comme lui, aussi orgueilleux, ne peut pas se suicider. C'est impossible. Alors Pantani est-il mort d'une overdose accidentelle comme la justice l'a affirmé, ou a-t-il été assassiné? Par qui et pourquoi? Nous retournons à Rimini. Nous y retrouvons Oliver Laghi. Ce restaurateur a servi son dernier repas à Pantani dans sa chambre d'hôtel. C'était la veille de sa mort, vers 20 h. Quand je l'ai vu, il était fatigué. Mais il était lucide. Il a répondu d'une façon claire à toutes mes questions. Il n'était absolument pas en plein délire à ce moment-là. Après, je ne sais pas. 2 heures après, justement, Pantani sort sur le palier et discute avec 2 hommes, dont l'un occupe la chambre voisine. Ils ne veulent pas s'exprimer devant les caméras. Avec Marco Bonarigo, le journaliste italien avec qui nous avons mené l'enquête, nous joignons l'un d'entre eux, au téléphone. Il disait des choses incohérentes. Il parlait de complot et d'histoires comme ça. Je le regardais tout en étant abasourdi. Je me souviens de ce qu'il m'a dit précisément. Il s'est tourné vers moi en me disant « Pourquoi tu me regardes comme ça? Je vais t'en mettre une !» Je me souviens plus de tout, mais je me rappelle qu'il avait un ton menaçant. Le lendemain matin à 10h50, moins d'1 heure avant sa mort, Marco Pantani téléphone à la réception, à 2 reprises. Il dit, mot pour mot, « Excusez-moi, il y a des gens qui me dérangent. Est-ce que vous pouvez appeler les carabiniers ?» Avec cette tournure qui, dans la langue italienne, est d'une extrême politesse et d'une extrême tranquillité. Et cela pendant son délire psychomoteur. Marco n'était pas un homme qui demandait de l'aide. Mais là-bas, à l'hôtel, il l'a fait 2 fois. Pour quelle raison personne n'y est allé? 1 heure après, il était mort. Vittorio Savini a découvert Marco Pantani à 14 ans. Il a été son premier directeur sportif et le considérait comme son fils. C'est lui qui a reconnu le corps à la morgue, au nom de la famille. Marco était nu. Il avait une coupure ici au nez.
et une ici au-dessus de l'arcade. Je me souviendrai toute ma vie de cette image. Non, de ce côté-là, la coupure, et sur le nez. Pour moi, il n'y avait rien d'autre. Il était beau comme le soleil, un peu rond parce que dans les derniers mois, il avait pris quelques kilos. Pour le reste, il semblait vivant. Il est très difficile, en tombant, d'avoir une coupure ici, à l'arcade, une bosse ici, une coupure ici et une blessure derrière, ici. Parce que ça veut dire que pendant que tu tombes, il faut te tourner. Voilà. Fortuny, le médecin légiste, persiste et signe. Il relativise toujours l'ampleur des blessures sur le visage de Pantani. Mais quelle blessure! C'était des égratignures minuscules. Mais quoi? Seulement très superficielles. Le médecin légiste cherche des détails et je vous dis que c'était des égratignures. Ces traces sur le visage et le crâne apparaissent sur les photos de l'autopsie. Nous les avons montrées à Jean-Marc Bloch, notre spécialiste. Ça a l'air d'être des blessures dues par des chocs, des coups. Alors, ça peut être des coups qui ont été portés, bien sûr, mais ça peut être aussi des coups qu'il s'est donné lui-même en rentrant dans des meubles, en faisant tomber des meubles, dans une espèce de crise de démence, de délirium tremens, due à l'absorption importante de produits stupéfiants. J'ai déjà vu, dans ma carrière, des gens avec de multiples blessures qui s'étaient affligés à eux-mêmes ces blessures. Pas volontairement, mais involontairement, inconsciemment. Les stupes, ça peut provoquer ce genre de choses. Le rapport d'expertise demandé par la famille évoque quant à lui une personne qui aurait pu provoquer ces blessures et faire boire la drogue à Marco Pantani. Les experts que nous avons interrogés n'ont jamais vu un tel mode opératoire et le jugent peu crédible. Selon ce même rapport, des traînées de sang font penser que le corps aurait été déplacé alors que le sang était encore liquide. Donc, entre 15h30 et 18h30. L'avocat des Pantani cite aussi un élément troublant. La montre de luxe de Marco est restée bloquée à 17h. A-t-elle subi un choc? À l'époque, le médecin légiste date la mort à la même heure, avant de se raviser et de la fixer en fin de matinée. Bizarrement, ils ont d'abord daté la mort exactement à l'heure à laquelle la montre s'est arrêtée. Ça veut dire qu'on a voulu peut-être cacher la présence de quelqu'un entre 12h30 et 17h dans la chambre de Marco Pantani? Oui, nous sommes convaincus qu'après la mort de Marco, quelqu'un est entré dans cette chambre. Autre zone d'ombre, la dose de cocaïne prise par Marco Pantani. Le rapport d'autopsie permet de l'évaluer entre 15 et 50 grammes. Pour le nouvel expert mandaté par la famille, c'est entre 50 et 70 grammes. On nous dit pourtant que Pantani a acheté 25 grammes en arrivant à Rimini, qu'après ça, il n'est plus sorti de sa chambre et que personne n'y est entré. Alors, d'où vient toute cette cocaïne? Nous avons voulu demander à cet homme, le docteur Tony, qui apparaît sur la vidéo. Bonjour. C'est pourquoi? Pour Pantani. Non, pas d'interview. Parce que vous savez, il y a une enquête en cours. Ce qui se dit sur les erreurs dans l'enquête, tout ça, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non comment. Excusez-moi. Vous avez dit apparemment qu'il n'y avait pas de sang quand vous êtes rentré, c'est vrai ou pas? Non. Nous ne saurons rien. Le procureur en charge de la première enquête et les responsables de la police ont refusé eux aussi de nous répondre. Enfin, pourquoi la justice a-t-elle détruit en avril dernier le cœur de Marco Pantani, ses organes et cette fameuse bouteille alors que la famille demandait la réouverture de l'enquête depuis 7 mois? Le nouveau procureur répondra-t-il à ces questions et jugera-t-il crédible la thèse de l'homicide? Et dans ce cas, remettra-t-il en cause le travail de ses prédécesseurs? L'avocat laisse entendre, même s'il ne le dit pas clairement, que la police avait déjà une thèse préconçue et qu'elle n'a pas étudié certaines preuves importantes. Mais je n'ai aucune raison de croire que c'est vrai. Si la thèse de l'homicide se confirmait, pourquoi Marco Pantani aurait-il été assassiné? 2 pistes. Celle d'un dealer venu lui voler son argent. Entre le taxi et la cocaïne, il était censé lui rester entre 3 et 5 000 euros. On en a retrouvé 70. La deuxième piste évoquée, celle d'une personne qui le connaissait bien, avec qui il aurait eu une violente dispute. Le procureur interroge de nouveaux témoins proches de l'enquête et de Marco Pantani lui-même. L'avocat de la famille, lui, a l'intime conviction que l'ancien champion a été assassiné.
Nous sommes convaincus, en premier lieu, que la version officielle n'est plus crédible maintenant. La version officielle prend l'eau de toutes parts. La conséquence de tout ça, du fait que cette version ne tient plus, de notre travail, de notre enquête, nous font penser que c'est ce qui s'est passé. D'ici 2 mois, on saura si la justice italienne penche ou non pour la thèse du meurtre. En attendant, Tonina Pantani s'efforce de perpétuer le souvenir de Marco. Après 10 ans de combat, elle espère apaiser un peu sa douleur et connaître enfin la vérité sur la mort de son fils.